Pas de grosse actu à se mettre sous la dent aujourd'hui, donc on prend un sujet un peu plus léger. On va apprendre quels sont les athlètes qui ont le plus influencé et inspiré Brian dans sa carrière et son cursus MMA, et on se lance juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Alors, avant de commencer, petite communication. On envisage d'organiser un nouveau voyage à New York pour l'UFC 322 au Madison Square Garden avec Islam Makhachev contre Jack Della Maddalena, Valentina Shevchenko contre Weili Zhang, Carlos Prates contre Leon Edwards qui est déjà annoncé. Peut-être Benoît Saint-Denis qui voudrait être sur la carte. Donc voilà, on a déjà eu un beau succès pour l'International Fight Week à Las Vegas. On a eu un très beau succès pour l'UFC Paris. Brian était sur place. Et là, on est en train de se motiver à faire New York. On a envoyé un mail à notre mailing list. On a déjà eu 7-8 personnes intéressées et on voulait voir s'il y avait des personnes qui font pas partie de la mailing list qui seraient potentiellement intéressées. Donc si c'est le cas, mais marquez votre intérêt en commentaire et on essaye vraiment de regrouper ceux qui sont réellement intéressés. Donc voilà, ce sera pas gratos, c'est New York, c'est Madison Square Garden, ça représentera un certain budget. Donc ceux qui considèrent qu'ils peuvent prendre 2-3 jours off aux alentours du 15 novembre et qui ont les finances pour, un petit commentaire pour marquer votre intérêt, comme ça nous on sait si on engage la machine ou pas. Ok, Brian, donc l'exercice du jour, on s'est parlé hier, on disait voilà, il n'y a pas de grosse actu qu'on a spécialement envie de traiter aujourd'hui. On va prendre un sujet un peu plus light. Je sais que souvent les gens demandent un peu genre c'est qui ton combattant préféré, etc. Et on voulait faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Je sais que tu as été quelqu'un qui a beaucoup étudié beaucoup de combattants et qui t'est inspiré pour progresser. Donc ce matin tu m'as dit que tu avais préparé 5 noms. On est bien là-dessus? Ouais, j'en ai 10, mais bon. T'en as 10 et t'as fait un genre de top ou genre t'en as pris 5 et il n'y a pas spécialement d'ordre? Non, j'en ai pris 5, il n'y a pas forcément d'ordre. Non. D'accord. Moi, j'ai fait l'exercice aussi d'essayer de deviner. Alors, je sais pas dans quel ordre on le fait. Est-ce que tu veux que je donne les noms maintenant ou bien à la fin du podcast, je dis est-ce que moi j'avais noté? Vas-y, bah écoute, donne les noms et Okay. la liste. Mais ne fais pas de spoiler. Essaye de poker face, ça va être marrant. Donc, tu donnes les noms et je vais te Ouais. dire s'ils sont déjà dans la liste de 10. Ça marche? Ah, dans la liste de 10. Et Ok, comme ça, vous avez aussi un bel échantillon de combattants qui m'ont influencé, mais qui ont influencé plein de monde. Donc, en tout cas, de combattants influents, on va dire ça comme ça. Voilà. Et alors, évidemment, le but du podcast, c'est que tu puisses aussi expliquer en Ouais. quoi ils t'ont influencé et quel a été leur impact sur ta carrière. Ouais, Alors- l'objectif, moi j'ai fait l'exercice aussi en vous donnant un petit peu tous les arguments qui peuvent vous faire soit découvrir le combattant, soit repérer certaines choses. Et puis après, bien évidemment, c'est très générationnel, hein, donc les combattants dont moi je vais parler, si vous êtes d'une génération après la mienne et que vous ne les connaissez pas forcément très bien, ils peuvent aussi vous influencer. Ouais. Là, juste, c'est complètement une petite aparté, mais il va y avoir un film qui va sortir, je pense que vous l'avez vu avec l'UFC Paris sur Mark Kerr, ce qui n'est pas ma génération, qui est une génération avant, mais qui pour moi a beaucoup influencé certaines choses, tu vois, Ah ouais. indirectement, en allant voir vraiment dans le passé de ce qu'il faisait. Voilà. Et j'avais quelque chose pendant que tu parlais, j'avais quelque chose qui m'était venu en tête, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Donc j'ai les 5 noms que j'ai notés. En Vas-y. premier, j'ai TJ Dillashaw pour l'aspect Bang Muay Thai et l'intégration de sa lutte à son pied-point. Conor Il est dans la McGregor liste. Ok. Oui. Conor McGregor pour la gestion de la garde ouverte et peut-être pour la loi de l'attraction. Ouais, c'est dans la liste. Alors j'ai pas un nom précis, mais je me dis il y a potentiellement un nom que tu as mis sur l'aspect plus philosophie ou esprit martial. Donc j'avais noté Bruce Lee ou Georges Saint-Pierre. Ah, faut choisir. Hein. Ah, Bruce Lee alors. Eh ben, étrangement, j'ai pas mis dans la liste. Euh, Alors que s'il y a un combattant sur qui je dis, mais je l'ai pas mis. Parce que c'est pas combattant MMA. Ouais, je l'ai pas, Ouais, je l'ai pas mis. Mais Ok. s'il y a quelqu'un dont je lis les écrits et qui m'influence beaucoup, oui, c'est lui. Ouais. Alors ici j'hésite Donc, beaucoup. donc on va dire Georges Saint-Pierre, parce que j'ai mis que Ok. des combattants. Hein. Ok. Là,
Je suis pas sûr, j'ai mis Dominic Cruz par rapport notamment à ce qu'il dit dans le Joe Rogan Experience. Je sais qu'on avait beaucoup parlé sur le fait que le MMA c'est un ensemble de curseurs et tu dois essayer de mettre tous les curseurs au maximum et je me suis dit peut-être. Dominic Cruz est dans la liste étendue, mais pas pour ce qu'il a dit sur. Ok. Enfin oui, c'est intéressant, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment son style moi qui m'a énormément influencé. Ok. Et, voilà. Bon, ben grâce aux discussions qu'on a eues par rapport à son passage au Joe Rogan, je l'ai mis dans la liste. Ouais. Et alors, je me dis, il doit y avoir un nom qui tourne autour de la lutte. Ouais. Je me suis dit peut-être, je sais que t'aimes beaucoup le style de Khabib, mais je sais pas à quel point ça t'a influencé dans ton style. Et je me suis dit, ce sera peut-être un nom un peu moins attendu, genre Ben Askren. Je pense que Ben Askren t'as beaucoup plu dans sa carrière. Ouais, bah les deux étaient dans la liste. Ok. Bien joué. Moi, je suis assez content. 1, 2, 3, 4. Et sur la liste restreinte de 5, t'en as 4 sur 5. Waouh, ok, Ah ouais. je suis assez content on se connaît bien, voilà. Ah ouais, bien. Ok, donc, dans la liste étendue, les noms, moi, quand même, que j'ai mis, hein, c'est, tu en as parlé. En plus, donc, j'ai mis Demian Maia, sur l'aspect sol, Marcelo Garcia. Marcelo Garcia, qui m'a vraiment beaucoup influencé sur le sol. Et, alors là, j'étais un petit peu embêté parce que, en gros, celui qui m'a beaucoup influencé après, c'est John Danaher. Donc, si je voulais conserver un combattant, j'aurais mis Gordon Ryan. Ouais. Mais j'ai mis l'exception, c'était Danaher, qui m'a vraiment beaucoup influencé sur le sol. Donc ça, c'est vraiment la liste étendue des 10 personnalités combattants. Mais c'est vrai que j'aurais pu mettre Bruce Lee vu que j'ai fait une petite exception pour John Danaher. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc les 5 alors. Ouais, c'est parti. Tu fais dans l'ordre que tu veux. Donc, je vais faire dans l'ordre. J'ai pas réellement mis de classement. J'ai plutôt mis par famille de. Enfin voilà. Là, j'ai commencé par le striking. Le premier qui m'a beaucoup influencé, c'est TJ Dillashaw. Tu en as parlé. Il était en concurrence avec Dominic Cruz. Clairement, Dominic Cruz, dans mes premiers combats, ça faisait partie des combattants pour me motiver. Juste avant les combats, je regardais les highlights et tout. La particularité de TJ Dillashaw, c'était vraiment une influence le jour où il a rencontré Duane Ludwig. Donc Duane Ludwig, c'est un ancien combattant UFC, kickboxer, élève de Bas Rutten, donc une vraie légende aussi. Bas Rutten, ça fait partie aussi des combattants que je regarde beaucoup. Et donc Duane Ludwig, il est arrivé, il devait s'occuper, donc je sais plus quelle catégorie il était, mais il était dans les 80 ou... Il a pas, attends, 77, je pense, non? C'était ouais, pas ça? pourquoi? J'ai l'impression qu'il a combattu contre Dan Hardy, donc 77, donc welterweight. Ouais, donc c'était un welterweight, et qui s'est retrouvé coach d'un club de 61-57, donc vraiment des 66, donc les petites catégories, Team Alpha Male. Et je confirme, c'est bien un 77, et il avait bel et bien perdu contre Dan Hardy sur jab, feinte de jab, crochet, pointe du menton. Ah oui. Donc en gros, quand il rencontre Duane Ludwig réfléchit à un système, il a plein de petits lutteurs comme ça. Voilà, il se retrouve comme Blanche-Neige, le Blanche-Neige du striking MMA, tu vois, et il doit trouver un moyen d'en faire aussi des strikers beaucoup plus complets. Et alors il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Bon, alors c'est un kickboxer style kickboxing hollandais, mais voilà, quand t'as les petits bras et c'est pas trop adapté, et il commence à se dire, qui est le meilleur combattant des 61? C'est Dominic Cruz. Je vais transformer le kickboxing hollandais, je vais faire une fusion entre le kickboxing hollandais et le style de Dominic Cruz. Et il a créé ce qu'on appelle le Bang Muay Thai, et en tout cas la manière de striker de TJ Dillashaw, c'est vraiment ça. C'est un mix entre les deux, entre Dominic Cruz dans la manière de changer de garde, de passer d'un côté et de l'autre, de créer des angles, de shifter, donc de faire des pas, changement de garde pour pouvoir boxer, de ressortir. Et à ça, il a ajouté un kickboxing hollandais qui est beaucoup plus académique, tu vois, beaucoup plus posé. On va chercher de la puissance, on va utiliser les low kicks. Et ce mélange des deux, ça a été, pour moi en tout cas, assez révolutionnaire, hein, clairement, avec un TJ Dillashaw qui s'est métamorphosé entre la période où il a fait The Ultimate Fighter, où il a gagné The Ultimate Fighter avec sa lutte. Il a rencontré Duane Ludwig, c'est devenu son protégé, et il s'est métamorphosé, il est devenu un striker, et il est devenu champion à l'UFC grâce à ça.
Donc Ouais, et d'ailleurs, les 2 victoires contre Barao, ça fait partie des grandes masterclass historiques de MMA. Je pense que la dernière fois, c'est sur quel combat là? Bah sur Ah, Chimaev. Les gens de chercher. juste précision, puisque Ouais. il a pas gagné le The Ultimate Fighter. Il arrive Ah en non. finale et il perd contre John Dodson, notamment parce Ah qu'il est oui. en plein shift et il se fait connecter. Ah En oui, plein c'est shift, vrai on en a ça. parlé dans notre épisode de mardi. Shifter, ça a tous ses avantages, Mhm. mais au moment où tes pieds se croisent, bah, t'es dans une fenêtre de tir pour ton adversaire qui est assez dangereuse pour toi. Le fan que je suis, Tu ça l'avais fait passé. tout ça. Je savais même pas que c'est quoi. Tu ensemble. C'est pas- Bref. Donc là, où est-ce que j'en étais? Ah oui. Et tu vois, on parlait de masterclass. Il y a des gens qui cherchaient qui a fait une meilleure masterclass que Shimaev de détruire un champion comme ça. Eh bien, pour moi, la meilleure masterclass, largement au-dessus, c'est TJ Dillashaw contre Renan Barão. Ouais. Alors Renan Barão, il y a une chute légendaire aussi derrière. Il a jamais su rebondir de cette défaite, mais il faut se rappeler qu'il était champion. Ouais, là, je fais comme ça parce que bon, on met beaucoup son déclin sur post-USADA, au moment où Ouais. USADA est rentré, et je pense qu'au moment où il a rencontré TJ Dillashaw, il n'y avait pas encore l'USADA qui était là, donc tout Oui, le mais crédit bon, revient à Dillashaw et son style. bien sûr. Et puis voilà, José Aldo aussi. Ça a été une période difficile. Il est descendu de KT, mais il est resté très compétitif, ce qui n'était plus le cas avec Renan Barão. Je pense qu'il n'y a pas eu que l'USADA. Il y a eu un ensemble de facteurs, tu vois. Ouais, Et USADA ou pas, il l'aurait. Il y avait l'USADA à ce moment-là? je pense que ça rentrait juste après. Ouais, USADA ou pas, il l'aurait battu. Oui, En bien tous sûr. les cas, Mais c'était la c'est plus ça que je veux grande dire, c'est que masterclass. pour moi, c'était avant l'arrivée de USADA, et donc TJ Dillashaw a vraiment battu le Ouais, Renan Barão hors USADA. voilà. Ça a été une masterclass totale. Il était underdog sur ce combat. Bon, pour l'anecdote, à la salle où j'étais à l'époque, je m'entraînais avec un de mes potes. On faisait énormément, on regardait les vidéos de TJ à l'entraînement, on reproduisait toutes les combinaisons de Peng Muay Thai qui étaient complètement, vraiment novateur. Hein. Ouais. Et le coach, mon coach de l'époque, bah, il se moquait de nous. Il disait, ah, faut pas faire ça, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. De toute façon, TJ, il va se faire détruire, blablabla. On lui avait dit, écoute, on t'avait dit quoi. C'était écrit, c'était écrit. Et c'est Donc pour cette c'était, raison que vous êtes parti ou pas? entre autres, ouais, Entre clairement, autres. clairement. Je suis parti après avec ce même ami, avec Robin, on est parti aux États-Unis pour s'entraîner là-bas, tout simplement, À la team à Alpha Male, ouais. Sacramento. Hélas pour nous, c'est le moment où Dwayne Ludwig a déménagé, il a quitté la salle. Alors, d'une certaine manière, pas de chance, on a de la chance aussi. TJ était blessé. Ok. Donc, on s'est pas entraîné avec lui, dans le sens où on n'a pas fait sparring ou tout comme ça. Je pense que c'était mieux pour notre santé, tu vois. Mais par contre, voilà, le truc très très positif, c'est que bah, il était coach à ce moment-là. Et donc, pendant 5 semaines, je sais plus combien, 10 peut-être, c'était Vous étiez TJ parti Dillashaw. presque 3 mois, je pense. Ah ouais. Il me semble. Je pense que c'était 2 mois sur place, on a dû faire. Ouais. Et pendant ces 2 mois, c'était TJ, le coach de Bang Muay Thai, et on avait cours avec lui 3 fois semaine peut-être, je pense. Mhm. Donc ça a été vraiment très très influençant. Encore aujourd'hui dans ma manière de boxer, dans les cours que je donne le samedi en striking, on a toujours une partie des techniques de Bang Muay Thai, de drill Bang Muay Thai qu'on travaille, et puis après on a des techniques beaucoup plus spécifiques, d'autres, enfin voilà, différentes, tu vois. Mais on a une petite partie qui reste et qui, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très influençant. Ça s'est un petit peu perdu, mais enfin voilà, c'est vraiment le truc, la révolution, une sorte de striking complètement différent, vraiment influencé d'un des meilleurs striking qui existent, le kickboxing hollandais, adapté aux petites catégories, adapté au MMA, Mhm. qui a fait ses preuves, avec quand même, bah, voilà, TJ qui devient champion, Chad Mendes qui a été le contender numéro 1, Benavidez contender numéro 1, Garbrandt. Garbrandt Mhm. qui, voilà, c'était pas sans, non, on va pas dire qu'il faisait réellement du Bang Muay Thai, mais il a quand même eu cette influence-là. Mhm. Enfin voilà, il y a quand même eu des petites choses et tout. Voilà, ça a été une révolution. C'est pour moi vraiment très très influençant et je pense qu'il faut, malgré ces déboires de dopage pour TJ Dillashaw, avant ça, enfin voilà, au-delà de tout ça, de cet aspect humain, en plus je suis pas sûr que ce soit une très bonne personne, l'aspect technique est incroyable. Ouais. Ok. On passe au deuxième.
Deuxième, ouais. On reste dans le striking, tu en as parlé. Pour moi, c'est une des personnes les plus influençantes de notre génération, c'est Conor McGregor. Je pense qu'il influence. Je sais pas s'il influence encore certains, j'ai l'impression. J'espère que non. Enfin, sur ce qu'il fait maintenant, non, j'espère qu'il influence personne. Si aujourd'hui il y a encore des gens qui s'inspirent de ce qu'il a fait dans son ascension MMA, je pense que oui, certainement. Je ne parle que de ça. Hein. Je parle vraiment du côté martial, pas de la personnalité ni du personnage, mais je pense que ça a été la personne la plus influente avec peut-être Fedor Emelianenko sur les générations, tu vois. Ouais, sur les générations avant, ouais. Ouais, mais en tout cas, lui, c'est vraiment le truc. Alors moi, sur quoi il m'a beaucoup influencé, tu en as parlé, c'est notamment tout ce qui est introduction à la loi de l'attraction. Mm-hmm. Donc c'est le fait de pouvoir aborder la vie avec l'objectif de réaliser ses rêves, de faire les choses, de croire en soi et tout. Donc l'estime de soi, la confiance en soi, ça a vraiment beaucoup influencé. Je pense que ça fait partie des choses qui m'ont poussé à vraiment entamer la carrière professionnelle, tu vois. Mm-hmm. Et au-delà de ça, je pense le style de McGregor, cette pression lente, on en parle régulièrement, d'être capable de pouvoir mettre une pression lente, de désengager, mais de mettre l'adversaire dans le couloir Mm-hmm. de la mort là, et de le conserver, travailler beaucoup avec les contres. Ouais, son style a influencé énormément de gens, tu vois. C'est qui est passé en gaucher, c'est moi. Mais c'est vraiment en plus, je crois que quand on a commencé à travailler ensemble, c'est vraiment le moment où j'ai aussi été influencé par ton influence de TJ Dillashaw, où quand toi tu donnais les cours, tu faisais beaucoup droitier, gaucher. Si vous êtes en garde ouverte, on travaille cette combinaison-là. Par contre, si on est en garde fermée, on travaille celle-là, et c'était ressemblant, mais tu vois, on faisait les distinctions. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler en gaucher, à me sentir plus à l'aise en gaucher. Alors ça, sur le changement de garde, ça c'est vraiment sur le Bang Muay Thai, mais c'est Caio Borraio qui parlait de ça, qui est droitier et qui a travaillé en gaucher, je pense, qui travaille en gaucher de par l'influence de McGregor. Ah ben voilà. Donc je pense ça que va loin. Hein. Ouais, ça va loin. Ça veut dire que et en fait, quand on parle, on dit toujours Mauricio Ruffi, c'est un peu le Conor McGregor droitier. Donc on pourrait penser que les fighting nerds se sont influencés de manière différente de McGregor. Donc il y en a un des deux qu'on cite, Caio Borraio, qui est passé en gaucher parce qu'il a été influencé par McGregor, et Ruffi, il est resté droitier, mais il a clairement une posture, des déplacements, une attitude corporelle qui ressemble à Conor McGregor. Donc moi j'ai fait pas mal de combats en gaucher, ça m'a permis de vraiment travailler sur ce truc-là. Je travaille régulièrement, enfin je me considère maintenant vraiment comme ambidextre. J'aime bien travailler dans les deux gardes, un peu moins face à gaucher contre gaucher, mais j'y travaille en ce moment encore, tu vois. Mais je trouve ça assez passionnant aussi. Donc il y a cet ensemble de choses, hein, vraiment sur sa manière de boxer, pas sur son cardio peut-être. Après voilà, hein, sur McGregor, il divise vraiment, hein. Il divise vraiment ce personnage, et je trouve que le style qu'il propose est vraiment complexe. Donc c'est dans le sens, il peut diviser, il a aidé certains à monter très très haut. Le cas pour Caio Borraio, je pense le cas pour Topuria aussi, qui a été influencé par lui. Mm-hmm. Mais par contre, c'est piégeant. Enfin, ça se dit ça, piégeant. Ça peut représenter un piège. Ouais. Ça peut représenter un piège sur Conor McGregor, parce que son style est vraiment vraiment difficile à reproduire. Ouais. Piégeant, je pense que ça se dit parce que piéger c'est un verbe, donc piégeant. Ouais. Je sais pas. Vous nous le direz en commentaire. Mais voilà, je trouve que ça piège parce que il travaille beaucoup en contre, il prend beaucoup de risques, il a une garde très ouverte, il a une confiance en lui vraiment importante. Et on n'a pas tous la chance d'avoir un passif de boxe anglaise comme lui, donc je pense que ça a permis à certains de monter très très haut. On en a parlé, Ruffi, Borraio, etc. Ilia Topuria n'a pas fait l'erreur de vouloir copier le style. Non. Il a copié, on va dire, plutôt la confiance, la loi de l'attraction, toutes ces choses-là, les tatouages. Mais il y a eu un truc où il a vraiment vu une sorte de mentor, mais par contre, il a su faire distinguer les bons choix dans le style. Voilà. Distinguer ce qui allait fonctionner pour lui aussi. Et puis, on doit aussi parler de sa morphologie, hein, surtout en featherweight. Je pense que McGregor avait quelque chose, une grosse allonge, un gros frame pour la division. Quand t'es Topuria, tu peux pas répliquer ça. Juste
une question de morphologie. Ruffy un peu plus forcément. Exactement, exactement. Mais c'est des styles, voilà, bah pour Ruffy, ça monte, et puis bah à un moment ça passe plus parce que ça lutte, parce que son sol, euh, parce qu'effectivement ça restait McGregor, c'est un style un petit peu étoile filante. Ouais. Et puis une fois que c'est qu'on a trouvé les clés, bah ça disparaît, tu vois. De fait. Voilà. Donc c'est le deuxième. Si j'avais fait un classement, j'étais obligé de le mettre assez haut, mais c'est peut-être pas le meilleur choix, on va dire, en termes de style de combat. Ouais, mais après voilà, comme tu l'as dit, le premier truc que tu as mis en avant, c'est plus sur la loi de l'attraction, avoir confiance en toi, mettre les choses en place pour pouvoir te donner un maximum de chances d'atteindre tes rêves. Et si je dis pas de bêtises, c'est pendant le camp pour la ceinture Cage Warriors que tu travaillais et tu as décidé d'arrêter de travailler pour mettre toutes les chances du côté de ta carrière professionnelle. Ouais, et au final, tu as réussi aussi à ajuster en devenant coach maintenant pour vivre. Ouais, clairement. Juste non, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Donc pour revenir sur le style McGregor, si vous connaissez pas, hein, vous êtes de l'autre génération, regardez ses combats, sa manière de mettre la pression, de cadrer, d'absorber, de contrer, d'être patient. Moi, c'est vraiment les choses qui m'ont énormément marqué. D'obtenir les angles les angles morts, tu vois. Angles morts. Donc d'être en face comme ça et d'être capable de se déplacer pour arriver vraiment sur le côté. Et il va te mettre dans un couloir. Alors c'est le combat contre le Brésilien qu'il avait fait à Dublin. Tu te rappelles de ce combat-là? Allez, j'ai envie de dire Barao, mais c'est Brandao, voilà. Ouais. Regardez ce finish. Donc on a un Brandao qui, j'en parle régulièrement, d'avoir des difficultés à se déplacer sur les côtés et tout, et il se retrouve là et il est en train de le taper ici. Il a juste, je sais pas, aller tout droit n'importe quoi, et c'est comme s'il était bloqué quoi sur un adversaire qui reste, et ça fonctionne très très bien. Hein. J'ai l'image du finish. Il est en gaucher. Contre lui et contre Mendes aussi en fait, parce qu'au final, quand tu veux cadrer quelqu'un, tu dois pas le suivre et en général tu recommandes pas d'être parallèle à la cage avec ton adversaire. Mais McGregor le faisait de manière éphémère pour envoyer son direct très plongeant et ça fonctionnait très très bien. En gros, sa position c'était perpendiculaire à la cage tout le temps. Donc il se mettait perpendiculaire à la cage entre la cage, il y avait l'adversaire. Et à un moment donné, il se mettait vraiment sur le côté et on avait un adversaire qui restait un peu figé comme ça, il pouvait le boxer sans défense quoi. Et vraiment sur le latéral. Et ça c'est incroyable, c'est magnifique ce qu'il faisait. Ça, c'est une grosse influence. Personnellement, j'aime beaucoup bosser sur ses latéraux parce que ça a un effet complètement figeant, comme les crochets. Je crois que c'était Ryan Garcia. Il y a un combat il y a longtemps où il envoie je sais pas combien de crochets, tu vois, dans la tête du type. Que du gauche. Ça te parle, ça? Ça me dit rien. Le gars, il reste ici et il bloque et il se prend toujours des crochets du gauche et puis il ose pas aller sur la droite, tu vois, parce qu'il se dit, je vais prendre une droite, tu vois. Ouais. Et puis, il finit par s'écrouler. Il y a des trucs comme ça, tu te mets sur le côté et le gars, c'est inhabituel, parce que ça reste assez linéaire normalement comme sport et c'est vrai que tous ceux qui ont travaillé les angles, les deux premiers dont tu parles, TJ Dillashaw et Conor McGregor, ils ont expertisé cette partie de la gestion des angles pour que ça vienne à leur bénéfice et notamment parce qu'il y a un genre d'inconnu de l'autre côté. C'est pourquoi j'ai un couloir aussi large disponible pour me déplacer alors que Conor, il n'a pas arrêté de me cadrer avant et donc t'as peur de prendre cette opportunité en pensant que c'est potentiellement exactement. Et j'ai oublié de noter parce que je pense que c'était dans le truc en dessous, mais dans les influences, j'ai noté aussi les stab kicks qui étaient incroyables, sa capacité sa créativité. Donc il a ramené un petit peu de capoeira, des coups de pied retournés, il a fait des entraînements de forme là comme ça, etc. Avec Ido Portal, Avec Ido Portal, c'était quelque chose de complètement nouveau. J'aime beaucoup aussi sa manière d'envoyer ses frappes sans armer, sans surarmer. Donc il va être ici et il va déplacer son corps et tendre son bras pour toucher beaucoup plus rapidement. Donc il y a un travail de déplacement du corps pour créer beaucoup plus de distance. Donc vous allez voir, il est droit, mais quand il va frapper, il va légèrement s'avancer et juste tendre son bras. Et ça c'est complètement désarmant. Il y a plein de combattants qui disent je comprends pas, il est là, il me touche, ça va trop vite. C'est pas que ça va vite, regardez-le, il est pas rapide. Il a juste ce mouvement qui lui permet de s'avancer très rapidement et tendre le bras sans armer comme ça, tu vois. Et donc, pas trop de rotation. La rotation vient à la fin du mouvement aussi, parce que je sais plus,
un acteur qui fait beaucoup d'arts martiaux, un black, je sais plus comment il s'appelle, Michael quelque chose là. Il avait fait une vidéo comme ça où je me demande si c'était pas avec Kimbo Slice, il demandait à Kimbo Slice de genre chasser son bras ou j'ai plus les détails. Mais en gros, il frappait normalement, donc vraiment avec une rotation du buste et c'est très facile à défendre. Et puis à un moment, il frappe tout doucement, mais vraiment sans bouger son corps. Il y a juste le bras qui se tend et là impossible à défendre. Et c'est vraiment cette logique là, c'est comme on est habitué et que les signaux viennent pas vraiment du point qui part, mais plus des mouvements du corps qui précèdent le corps, mais comme il bouge différemment et qu'il avance son buste, tu vois pas venir. Et je pense que dans l'exemple je reviens pas sur son nom, mais l'acteur, il fait le comparatif avec les voitures. Pourquoi quand une voiture freine, il y a les phares qui s'allument, les phares arrière qui s'allument, c'est pour donner le signal que ça freine. Parce qu'en fait, si t'as pas ça, ton cerveau met trop de temps à réaliser que t'es en train de te rapprocher de la voiture avant, et t'aurais beaucoup plus d'accidents. Ouais, et alors ça, donc c'est leaning forward, je pense que ça se dit. Et ça, si vous le travaillez, si vous le bossez, c'est vraiment étonnant. Alors ça fonctionne mieux dans la garde ouverte, face à un droitier. Vous êtes ici et vous passez votre tête au-dessus du pied, vous dépassez la ligne de votre pied et vous tendez juste le bras. Et le gars va le prendre dans son nez et vous faites oh, ça marche trop bien. C'est assez impressionnant. Et juste tendre comme ça. Regardez à nouveau contre Eddie Alvarez son combat pour la ceinture. Vous allez voir ses coups sans réellement de puissance où ça touche directement. Il prend combien? 3 knockdowns? C'est 3, ouais. Peut-être 2 au premier et ça se termine au troisième. 3 où il touche salement et tout. C'est complètement fou. Enfin voilà, grande influence. Il y aurait plein de choses à dire. Il y a aussi toutes les phrases influentes qu'il a utilisées. Enfin voilà, il y a des films sur lui, c'est pas pour rien. Oui, c'est pas pour rien qu'il ait eu. C'est pas que pour sa personnalité qu'il a attiré autant de monde autour de lui. C'est aussi parce que ça parlait dans la cage et ça attirait. Et tu parlais de TJ Dillashaw avec un côté novateur. Je pense que McGregor aussi, il avait ce côté novateur et je pense que c'est une des raisons pour laquelle certains combattants sont très attirants pour le public qui est fan de divertissement aussi. C'est nouveau, j'ai jamais vu ça. D'ailleurs, le style, t'as parlé de Dominic Cruz avant. Je crois qu'on définissait son style comme néophyte à un moment. C'est le néophyte style ou un truc comme ça. C'était juste quelque chose de très nouveau, quoi. Ok, avant de passer sur les 3 derniers noms, cette partie-ci du podcast est sponsorisée par Onae. Cet épisode est sponsorisé par Onae parce qu'après un gros entraînement, chaque athlète mérite une bonne douche. Onae est la marque de référence pour les gars solides, savon fait à la main à Marseille, bourré d'ingrédients actifs. Toute l'équipe Fight Minds a testé, toute l'équipe Fight Minds a approuvé, toute l'équipe Fight Minds vous le recommande. Cette année, ils sortent leur gamme de parfums inspirés par leurs savons les plus commandés. À l'image de leur savon, c'est sans ingrédients douteux et très plaisant pour vos sens olfactifs et ceux de vos proches. Foncez sur notre lien en description et profitez de 10% de réduction avec notre code FIGHT10. Et tant qu'on est sur Onae, je suis un peu deg. Notre monteur, il a fait une vidéo que j'ai absolument kiffé sur les rois des galipettes en mode humour. Et voilà, allez la voir parce que dans cette vidéo, il y a un code promo très intéressant pour Onae. Ok, on passe au troisième de ta liste. Bon, troisième, ça c'est... On passe en lutte. Alors, c'était assez compliqué pour le choix. Je vous avoue que je suis un grand fan de Nurmagomedov, de ce qu'il apporte, mais il fallait faire un choix, 5. Et donc, j'ai sélectionné Ben Askren. Ben Askren, pour moi, une grande influence. On parlait de confiance juste avant. Ben Askren représente réellement le combattant sans aucun talent. Je vais dire ça comme ça. Il est lent, il est physiquement fort clairement, mais voilà, il y a rien de voilà. Naturellement ou à la naissance, il a pas reçu une aptitude. Voilà. Il était gros, je pense, quand il était enfant, quand il a commencé la lutte, il était pas forcément très bon, mais par contre, c'est un gars qui a bossé, c'est un gars qui est intelligent et qui est assez incroyable dans sa manière de lutter. Et pour moi, ça a été vraiment une sorte de révélation. Le combattant, je fais waouh, il est phénoménal. Donc pour vraiment comprendre un petit peu le personnage, parce qu'on s'en rappelle surtout sur le coup de genou qui s'est pris, ce genre de choses. Mais je vous invite à voir son premier combat, son premier match qu'il a fait aux Jeux Olympiques. Il gagne aux Jeux Olympiques, donc vous tapez Ben Askren, Olympic Games, First Win ou je sais pas quoi. Et il affronte je sais plus de quelle origine il est, ukrainien. Enfin, peu importe. Europe de l'Est. Vous allez voir qu'il paraît tellement nul dans ses premières minutes. Donc, il est comme ça.
il sait pas quoi faire. Il descend, il se fait sprawler comme une merde. Et il est là, l'adversaire super vif comme ça, bien musclé, beau gosse, il rentre dans ses jambes, il tombe comme ça. Mais c'est vraiment, c'est un sketch, quoi. C'est Goofy ou quoi? Il avait déjà les cheveux crôlés? Oh, il avait Oh, déjà magnifique. J'irai voir ça après. Voilà, c'est Goofy, voilà. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi, tu vois? Le gars, il est aux Jeux Olympiques, t'as l'impression, enfin voilà, il a un souci, tu vois. Et puis deuxième round, il arrive, presque il tient pas sur ses jambes, tu vois, c'est hallucinant. Il fait une feinte complètement éclatée, il prend un double leg, il marque, puis il repart. L'autre attaque, il a toujours un temps de retard sur les attaques, et ça, c'est une de ses grandes particularités. Et là, il va chercher la jambe arrière de son adversaire, il prend le coup, il attrape les deux ensemble, ce qu'on appelle un cradle, Ouais. et il obtient son pin. Donc le pin, c'est bien placer les deux épaules de l'adversaire au sol, ce qui est très utilisé en lutte folk style chez les juniors, les mineurs et tout, mais en lutte freestyle à très haut niveau, c'est extrêmement compliqué à obtenir un pin parce que les gars sont très très puissants, très très forts. Donc la plupart du temps, ça se joue au point. C'est voilà, c'est comme le pin, c'est comme la soumission en grappling. Plus tu montes de niveau, plus c'est compliqué à obtenir, plus ça va jouer en jiu-jitsu ou en grappling des fois sur des avantages, tu vois. Et il obtient un pin comme ça de manière magnifique. Et alors pourquoi il a une grande influence pour moi? Parce que je pense pas être quelqu'un de très athlétique, je pense pas être quelqu'un de très rapide. J'ai pas forcément des bons timings, mais il a montré qu'il était quand même possible. Malgré cela, malgré le travail, malgré la technique, parce que c'est un grand technicien. Il a beaucoup de vidéos de technique, il a une académie. Hein. Ouais. C'est un très grand technicien. Il s'est beaucoup entraîné dans sa jeunesse, donc il a expérimenté plein de situations qui semblent en plus des situations complètement désespérées des fois, tu vois. Et il réussit à finir par être au-dessus. Et donc ça, c'est un terme en anglais, c'est ce qu'on appelle le grind, donc le travail, le labeur difficile. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a vraiment influencé. Son grind, le grip, donc quand c'est saisi, bon, il va être très puissant pour saisir, donc en body lock comme ça, il va prendre des body locks, c'est impossible. Oui, il avait pas fait une vidéo où c'est quel fruit qu'il... Oui, avec les pastèques, il prend 2 pastèques comme ça, il les éclate et tout, tu vois. Sa capacité à scrambler, donc il va être ici comme ça complètement, j'aime bien le terme goofy, tu vois, il sait pas trop, et puis le gars descend. Ah mince, il est déjà dans mes jambes et il va aller chercher une jambe. Son surnom c'est Funky, tu vois, donc je sais pas si c'est en lien avec le Funky Roll, mais c'est le genre de technique que tu utilises quand le gars va pour te mettre au sol et t'assurer d'avoir un scramble, donc tu passes par exemple la jambe au-dessus de ta tête, tu tournes et tu réussis à revenir sur l'autre, tu vois. Et donc ça c'est vraiment ça, le grind, le grip, les scrambles, et une des particularités un petit peu plus techniques en lutte, qu'on voit beaucoup moins en folk style, en lutte, en freestyle, c'est sa capacité à monter et descendre les hauteurs. Donc on l'a beaucoup en boxe anglaise, tu vas frapper au corps, frapper à la tête. En lutte, tu vas être sur le haut du corps, tu plonges en dessous, tu vois. Et puis tu continues à travailler depuis en dessous. Si ça échoue, tu vas te mettre à plat et tout. Ouais. Lui, il shoot bas, mais comme il est lent, le gars sprawl, tu vois. Et hop, il va chercher une jambe, il va chercher un corps, il va remonter la position et remettre au sol. Donc ça, si vous voulez vraiment comprendre un petit peu ce style-là, cette méthode-là, vous regardez ces highlights de lutte, de MMA surtout. Vous allez le voir shooter, réussir à prendre une jambe, remonter avec une single leg, remettre au sol avec un bras au-dessus ou avec un fauchage, dans des situations complètement désespérées aussi, où il va shooter, il va être sur ses fesses. Et tu te dis, oh, c'est foutu là. Et non, il réussit quand même à se relever. Ça, c'est un combat au Bellator qu'il avait fait. Je sais pas si ça te parle. Ouais, il en a fait beaucoup au Bellator. Celui qui avait Mikao Venom Page. J'ai peur de dire une bêtise. Lima? Ouais, exactement. Regardez son combat qu'il a fait contre Lima. Douglas Lima. Ouais, ça, hein. Il se retrouve à un moment où il attaque, Lima défend, tu vois, bien, pop, il finit en monte, et lui, il est comme une tortue, et il réussit à se retourner et obtenir la position dessus. Enfin, quand je vous dis désespérer les positions, c'est vraiment ça. Donc voilà, donc lui, il a vraiment une grande influence. Une petite pensée pour lui aussi, parce qu'il a chopé une grave maladie, une infection pulmonaire.
Il y a Ouais, 2-3 mois. en fait, c'est pas mal parce que là maintenant il reste inspirant comme personne parce que Ah je crois ouais, qu'il y mais a, parce que ouais. quand tu suis un peu ce qu'il fait, il se donne à fond pour pouvoir marcher, refaire du sport, etc. Juste après son opération qui Ouais, est, il a ouais, failli mourir, hein. Et puis ouais, il a eu donc infection pulmonaire à comment ça s'appelle là, la bactérie là, le problème, les staphylocoques, hein. staphylocoque. Donc méfiez-vous vraiment, hein, tout ce qui est staphylocoque. J'avais fait une vidéo pour s'en préserver, mais et si ça chope tes poumons, ses 2 poumons sont morts, il a dû les remplacer, donc double greffe des poumons. Donc là, ça veut dire qu'il est sous traitement toute sa vie pour gérer la greffe, hein. Faut se rendre Mhm. compte de la dinguerie que c'est. Il a perdu 30 kilos, c'est un squelette, le type, Ouais. tu le reconnais pas, clairement. Il a survécu. Je pense qu'il va continuer à être inspirant dans sa capacité à survivre à cette épreuve. Enfin, je sais pas encore où est-ce que ça en est, c'est complètement stable. Mais voilà, ouais, je pense aussi une belle personne. Ça m'a l'air d'être une belle personne aussi. Ouais. Je pense. Si on regarde pas trop sur le côté politique ou des trucs comme ça, je pense que c'est une belle personne. Il a une petite famille. Oh, j'ai même pas, Voilà. enfin, je connais même pas ses opinions Oui, politiques, voilà, mais mais je pense que tu fais un barbecue avec lui, c'est vraiment un très très chouette gars. Après voilà, hein, vu de l'extérieur, après je connais pas, mais il avait son école, il a un club pour les enfants. Enfin, tu vois, il y ouais. a vraiment quelque chose. Voilà. J'allais Je dire pense. normalement tout le monde est un chouette gars quand tu fais un barbecue parce que barbecue ça rend tout le monde sympa, tu vois. Ouais, peut-être. Non, à mon avis, il y a des exceptions. Des Euh, exceptions, c'est sûr. il t'en reste deux, c'est ça, hein, Ouais, on est à ouais. l'avant-dernier. Vas-y. Alors, le 2. Ah oui, j'ai changé. Ah, mais c'est pas... Franchement, je pense que ça va être, tu vois, il m'en aurait fallu 6 parce que j'avais mis Nurmagomedov, tu vois. Ok. Et puis après, je me suis dit, ouais, non, je peux pas parler. Il y en a deux que je dois parler, tu vois. Donc j'ai Mhm. marqué Georges Saint-Pierre. Mais m'en voulez pas si je mets pas Nurmagomedov parce que voilà, il m'aurait fallu une 6e place, mais voilà. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, c'est aussi une personne qui a énormément influencé beaucoup de monde. Tu parlais du côté martial. Mhm. Je pense qu'il a une belle influence sur cet aspect martial, même si pour moi, il y avait un coup de bluff avec son kimono, alors que c'était plutôt un lutteur, tu vois, Ah, que ou c'est pas le kimono karatéka. qui m'a influencé, c'est plus, tu vois, son livre, ce genre de choses, ses Ouais, interviews sur sa philosophie des sports de combat. Et toi, tu m'as souvent parlé de une valeur martiale qui est importante pour toi, c'est le fait de juste progresser, tous les jours progresser, oui, avoir son objectif et travailler pour l'atteindre et s'en rapprocher le plus possible. Et je pense que Georges Saint-Pierre, clairement, il avait ça. Il voulait se sur challenger au cette. travers de ses adversaires pour pouvoir progresser euh, Oui, dans ses compétences exactement. martiales. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime, c'est vraiment cet aspect-là, l'aspect martial qu'il a pu apporter dans le MMA, la droiture, les belles valeurs. Euh, et alors, ce que j'ai envie de souligner sur l'aspect technique, ce que j'ai beaucoup aimé dans sa manière de boxer, c'est la simplicité. Donc, l'utilisation de son jab, l'utilisation de son double leg. Et alors, dans son double leg, qui paraît simple, hein, mais il y avait tout un enchaînement entre la single leg pour aller chercher la double leg, donc une jambe puis 2 jambes. Si ça marchait pas, il repartait sur une jambe. Il avait vraiment une dynamique qui était simple en soi, entre guillemets, hein, dans son chaining, facile à comprendre, mais qui fonctionnait, qui l'a emmené au plus haut niveau. J'aime beaucoup le Superman Punch qu'il utilise avec sa feinte de jambe avant, Ouais. et il finit avec son low kick, assez incroyable. Et puis alors, une des grandes particularités, je pense très influençante, c'est son aspect stratégique, hein, tout simplement. Le fait qu'il choisisse le chemin le plus simple pour gagner, Mhm. qui va pas genre se faire plaisir parce que là je vais le faire en kickboxing, j'ai envie et tout. Non, non, c'est voilà, si je dois le battre grâce à ma lutte, je ferai ma lutte, etc., etc. Voilà, je pense, ouais, je pense que c'est vraiment un style qui est très influençant. Ouais. Et tu parlais de McGregor avec Aido Portal aussi un peu plus tôt dans le podcast. Moi, un truc que j'avais bien apprécié aussi chez Georges Saint-Pierre, c'était le fait qu'il sortait un peu des sentiers battus sur la préparation physique. C'était un des rares gars dans les countdowns, je sais pas si c'était countdown à l'époque, mais voilà, dans les promotions de l'UFC où tu le voyais faire plutôt de la gymnastique et du poids du Ouais. corps, alors que tous les autres combattants étaient en mode bench, squat et ce genre de choses. Et voilà, moi, ça a un peu transformé ma vision sur comment se préparer de manière faire sa prépa physique, ça doit être adapté à ton style. Et certains, le bench et tout, ça va les aider. Ceux qui
favorisent plus la force, mais ceux qui sont plus dans le mouvement, la simplicité ou la vitesse, l'agilité, bah ouais, clairement tu dois un peu sortir de tout ce qui est porter du poids et te rapprocher de gymnastique. C'était très bien pour lui. On voyait faire comme McGregor en fait, un muscle up sur des anneaux, ce genre de choses. Et il avait pas peur de ne pas faire comme les autres, et ça a très bien fonctionné pour lui forcément. Ouais, clairement. Et puis bah alors ça a été un petit peu en termes d'influence, bah tu as alors bon t'as son histoire personnelle, hein, le fait que ça se passe pas, qu'il a été embêté à l'école et qu'il a su rebondir et tout. Et puis alors peut-être d'une manière un peu plus large, je pense que ça a été, j'ai l'impression, hein, après j'ai peut-être pas la connaissance suffisante, mais un des premiers à avoir une équipe de coach derrière lui, oui, formés. Donc on a Firas Zahabi, qui était on va dire le head coach. Ouais. J'en ai parlé tout à l'heure, mais John Danaher qui s'occupait du sol et Phil Nurse. Box Thai, Phil Nurse. Ouais, je me rappelais plus de son nom. Voilà, ils étaient 3 comme ça, une sorte de trio qui avait l'air de très très bien fonctionner, en tout cas en apparence. Et il y avait Greg Jackson aussi sur un moment, non? Il est passé avec Greg Jackson, j'ai pas de bêtises. Bah voilà. Attends. Mais... Je pense qu'il y a une photo, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a une photo genre mythique du MMA, c'est Georges Saint-Pierre dans son coin, et derrière lui, tu as Phil Nurse, attends, je regarde dans l'ordre, Phil Nurse, là, Firas Zahabi, Greg Jackson, John Danaher avec des cheveux. Ouais, donc je pense qu'il a ramené ça un petit peu, entre guillemets, de révolutionnaire, mais voilà, ce coin, tu vois, ce coin légendaire de coach qui était très spécialisé, très réfléchi. Surtout, bah, moi j'aime énormément Danaher, notamment. Firas Zahabi, ceux qui me connaissent bien savent que je suis pas un grand fan de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, mais bon voilà, il y avait quelque chose de, c'est pas genre un coach superstar, c'était une équipe de coachs qui est là et qui dissèque comme l'avait fait un peu Greg Jackson, mais voilà, avec des particularités. Je sais que dans le MMA français, il y a pas mal de coachs qui aiment bien ça, être head coach et puis faire appel à des coachs spécialisés dans différentes disciplines pour avoir le meilleur. Et je pense que ça vient de là aussi un petit peu cette influence, tu vois. Et pour rajouter à ça, je crois qu'il y a une anecdote aussi de Georges Saint-Pierre qui, pour aller s'entraîner avec Danaher, qui donnait cours à New York à l'époque, et lui, il venait de Montréal. Comme il n'avait pas beaucoup d'argent, il prenait l'autoroute et il roulait tout derrière un camion pour moins consommer d'essence. Mais tu vois, ça montre aussi cette mentalité dont tu parlais de McGregor, notamment de se donner tous les moyens possibles et imaginables, ne pas avoir d'excuses. Voilà, je trouvais ça fun. Il a dû aller sur radin.com. Je le fais avec l'accent québécois, t'as vu, hein. J'ai remarqué. Je m'aventure pas là-dedans parce que je suis très nul en accent. Ouais, moi non plus. Des fois, ça ressemble à... Moi, ça se confond. Des trucs, je me disais quoi ton accent? Bref, voilà. Voilà, c'était le 4e. On va passer au 5e. On passe au 5e et dernier, ouais. Ouais, 5e, c'est Marcelo Garcia. Marcelo Garcia, pareil, il a survécu à un cancer, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, je connais un tout petit peu moins son histoire. Je suis un grand fan du gars. Est-ce qu'il est encore considéré comme le GOAT du grappling aujourd'hui? Non, je pense que Gordon Ryan l'a dépassé, hein. Ok. Je pense que Gordon Ryan l'a dépassé, mais en tout cas Marcelo Garcia, c'est une légende vivante du grappling, hein. Ça a été un ancien champion ADCC. Il arrivait alors avec un peu trompeur, hein, parce que c'est une brique, le gars. Il paraît vraiment catégorie en dessous, tu vois, il paraît on va dire 70-75 kilos, mais il était beaucoup plus lourd que ça, mais il battait des gars bien plus lourds que lui. Et alors Marcelo Garcia, pour moi, ça a été une grosse influence parce qu'il m'a permis de gagner mon premier combat de grappling, ma première compétition de grappling. Donc j'avais fait du grappling, mais je ne savais pas trop comment mettre au sol. J'étais un peu en stress et j'avais regardé ses vidéos et il utilisait énormément le arm drag pour prendre le dos, tu vois. Ouais. J'avais regardé ça le matin et je l'avais passé sur mon premier tour, tu vois, et j'avais gagné comme ça mon premier combat, mon premier tour. Donc voilà, donc il y a cette anecdote qui fait que j'ai beaucoup d'affection pour ce combattant. Au-delà des techniques, hein, comme je vous disais, moi j'aime bien regarder pour me motiver des highlights, des vidéos de ses combats. Donc dans les techniques, bah il y a le arm drag, les guillotines, on appelle ça Marcelotine, je pense. Ouais. Il a tout un système pour étrangler. Enfin bon, après voilà, comme je vous le dis, c'était, je sais pas combien il pesait, 80, 85 peut-être. Est-ce que j'ai de l'info ici? Donc par rapport au cancer, pour qu'on soit, ouais, il en a eu un en 2023
cancer de l'estomac. Donc 2023, ça... Ouais, c'est récent. Après, il en a peut-être eu un autre, mais alors c'est pas référencé sur. Ah ouais, je pensais que c'était un peu plus. Marcelo Garcia Cancer. Non, c'est peut-être ça. Hein. Non, c'est 2023. Ouais, 2023. Et alors, en termes de poids, moins de 77 kilos. Ouais. ADCC, là où il a le plus de ceintures. Il a des ceintures en moins de 77 kilos et donc, voilà. en absolu. Voilà, c'est un 80, 85. Ah, et 80, et un peu plus tard. Donc ça, c'est 2003 jusqu'à 2011, il combat en 77. 2003 jusqu'à 2011 en 82. Ouais, mais donc il a vraiment une force. Hein. Donc c'est très influençant sur ma manière d'appréhender le grappling, mais clairement c'était pas du tout mon physique. Donc moi je travaille très peu genre tout ce qui est guillotine et tout. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans sa manière de combattre, c'est par exemple ses passages de garde. Il est d'une stabilité au-dessus. Enfin, aussi quand il est dans la garde, qu'il veut sortir de la garde, il va se relever comme ça, et quand les gars essaient d'attraper ses chevilles, il va retirer, enlever. C'est, tu vois, le just stand up de Derrick Lewis, mais version au-dessus dans la garde, quoi. Voilà, just stand up, juste se relever. Bah lui, c'était un peu ça. Il était dans la garde, juste se relever, il enlève ses jambes, il tire les jambes, il les enlève sur le côté. C'était très simple, mais il a une. Ton KO sur Josh Reed. Un peu. Non, voilà, c'était pas just up. Il mettait les coups de coude, ça faisait mal. Tu vois. Non, je parle de ton KO. Ouais, au moment du KO, tu tu contrôles les jambes, tu passes sur le côté, tu frappes. Tu vois, c'est une adaptation avec les frappes, adaptation MMA. Ouais, peut-être, mais je pense. Non, enfin oui, je vois ce que tu veux dire, mais non. Okay. J'ai pas pensé à Marcelo Garcia quand j'ai fait ça. J'imagine que dans le combat, t'étais pas là. Attends, fais une Marcelo Garcia. Lui, il faut que je le tape, ce type, il me fait mal, tu vois. Mais donc voilà, Marcelo Garcia, pour en revenir sur lui. Après sa grande période phase de compétition, il avait son club à New York, si je dis pas de bêtises. Oui. MJ, je sais pas quoi. Et il partageait des vidéos de ses sparring, donc il avait régulièrement des invités qui venaient tourner avec lui. Ben Askren Notamment, mais Ben Askren, on va pas en parler parce qu'il se fait rouler. C'était mais justement, je trouvais ça impressionnant. Moi, quand je suis tombé sur la vidéo, j'ai fait, ah ouais, le gap de niveau est à ce point-là, quoi. Ah non, alors Ben Askren, moi, je trouve c'est tout à son honneur, hein. C'est pas un grappleur, c'est un lutteur, il va avec le meilleur grappleur, il se fait rouler dessus, bon, voilà. Ça l'empêche pas d'avoir été champion du Bellator, mais il avait eu d'autres gars qui venaient, tu vois. Et donc lui, il était là, plus du tout dans une dynamique de compétition, avec des gars qui venaient, qui voulaient prouver, tu vois. Et il roulait sur tout le monde, tu vois. Et je regardais ces vidéos de sparring, je me dis, waouh, quelle dinguerie, ce gars est vraiment trop fort. Ces vidéos de sparring comme ça dans son club, ça a probablement aussi influencé Craig Jones, Gordon Ryan à le faire, parce que on a beaucoup de vidéos gratuites, hein, de sparring dans les grosses teams maintenant de ouais. Et grappling et nogi, ouais. Ouais, sûrement. Mais en tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup influencé. Et puis il a eu une compétition il y a pas si longtemps que ça contre Imanari, si je dis pas de bêtises. Ah oui, ça me dit quelque chose. Oui. Il est revenu à la compétition, donc exact. après son cancer, hein. Ouais. Et combat, voilà, regardez-le. C'est un mec qui revient d'une maladie très grave. Alors clairement pas face à une opposition de folie, tu vois, entre guillemets, mais il en était où, Imanari, dans sa carrière? Lui aussi, il a fait du MMA. Hein. Ouais. T'as 64 combats professionnels en MMA, Imanari. Ouais. Et donc, on a un Marcelo Garcia qui rentre sur une single leg, qui met au sol avec son classique où il vient tirer sur la jambe et pousser avec la tête. Il passe. Il travaille sur sa demi-garde pour la passer. Rien que le passage donc, comment il enlève ce qu'on appelle le lockdown. Donc, on a son adversaire qui vient verrouiller son pied avec ses deux pieds et il travaille. Donc, il casse le lockdown. Il va se positionner pour faire son passage. Il va utiliser sa main pour approcher son pied. Enfin, c'est plein de petits détails. C'est-à-dire que il va tenter ce passage-là peut-être 5, 6, 7 fois, tu vois. Ouais. Le mec, on parle d'un des meilleurs grappleurs au monde. Et c'est ce que j'explique, moi, à mes élèves, c'est que il faut faire les choses étape par étape. Si vous loupez une étape, elle sera exploitée à un moment donné. Et on le voit qu'il faut, pour son passage, il veut avoir l'angle de son pied, de sa jambe, je pense à 45 degrés. Donc il va chercher avec sa main, il tire légèrement avant de retirer la jambe de son genou pour faire apparaître son genou et passer la demi-garde, tu vois. Donc il est là une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, etc. Et puis à la fin, il réussit à avoir l'angle, à retirer cette jambe qui était sur sa cuisse et à prendre ce passage de garde, tu vois. Mm-hmm.
Mais ça montre quand même qu'au plus haut niveau, après des années et des années de pratique, le protocole de passage de garde est plus important que le talent ou quoi que ce soit et qu'il reste concentré sur ces détails qui sont importants. Et puis, il passe la garde, il prend la monte, il repasse la side, je crois, il va en nord-sud et il prend un étranglement. Regardez l'étranglement, on a l'impression que ça, tu vois, il vient juste prendre bras-tête, il tourne et en fait, il n'y a pas de triangle de bras, de positionnement. Non, il sait que d'un côté, il y a le biceps qui est dans une artère et que de l'autre, il a juste à tirer l'épaule dans l'autre artère et ça finit par taper, tu vois. Ouais. Et ça montre ça, par contre, qu'il y a une véritable compréhension de la technique, que, c'est normal, hein, le mec, c'est un des plus grands grappleurs au monde. Mais cette soumission, elle est là. Franchement, je suis persuadé que plein de personnes extérieures, quand ils voient ça, moi le premier, disent ça va pas taper, il y a pas le petit truc, il n'est pas positionné, ça tape. Non, c'est Marcelo Garcia, donc ça tape. Voilà. Ouais. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, c'est mon cinquième. C'était vraiment important pour moi de le souligner. Donc Marcelo Garcia, ouais, très très combattant légendaire. Ah ben, j'ai bien aimé la liste et j'ai trouvé la discussion super super intéressante. Donc ceux qui sont encore connectés, mettez aussi un feedback sur ce genre de discussion. Je pense que quand il y aura pas d'actu qui valent vraiment la peine de traiter ou des actus qui ont déjà été traités de très bonne manière sur d'autres chaînes, voilà, nous on se concentrera sur des sujets plus légers. Donc dites-nous si ça vous a plu et proposez aussi des potentiels sujets de ce type qu'on pourrait aborder dans le futur. Ouais, et puis alors en commentaire, si vous pouvez mettre aussi vos 5 combattants qui vous ont le plus influencé, ça pourrait être cool. Ouais. Et si vous mettez pas de commentaires, mais par contre vous êtes arrivé jusque là, je vous invite vraiment, hein, en tant que pratiquant, en tant que fan, d'aller regarder, parce que j'ai fait le boulot, moi j'ai fait la liste, puis après j'ai regardé à nouveau les combats, c'est pour ça que j'ai le sourire, parce que j'ai regardé. Une matinée plaisante. Depuis 6h30, je regarde mes plus grands combattants, donc c'est pour ça que j'ai le sourire. Mais regardez un petit peu, s'il y a des noms que vous ne connaissez pas, regardez un peu leur carrière, regardez un petit peu comment ils travaillent, vous allez voir, c'est ça qui est beau, hein, dans le MMA, c'est que là on parle souvent comment ça s'appelle, tu vois, quand la mémoire courte là, tu vois, sur l'actualité, sur ce qui se passe, et on oublie que ça fait des années et des années, et peut-être pas encore aujourd'hui, parce ça reste un sport jeune, mais ça sera toujours un éternel recommencement à un moment donné, tu vois. Ouais. Dans le MMA, on va avoir un style qui va se développer. Puis après, on va commencer à le comprendre, tout le monde l'aura travaillé à l'entraînement, ça fonctionnera plus, et il faudra revenir un petit peu en arrière. Tiens, tu te rappelles, à cette époque-là, ce type-là, il travaillait comme ça. Ça fonctionnerait bien sur le nouveau style. Sur le nouveau style, boum, et ça repart. Donc il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à faire, à regarder un petit peu dans le passé et à s'influencer. Oui, le niveau augmente, oui, clairement, mais je vous assure que même chez les boxeurs, j'en suis persuadé, t'as des gars qui vont s'influencer de boxeurs de légende des années. Roberto Duran, ce genre de choses, ce sont des noms qui reviennent super vite et qui sont. Willy Pep. Willy Pep, ça, Willy tu Pep. vois, il y a Willy Pep, je pense qu'il a influencé Dominique Cruz. Dominique Cruz, de fait. Donc c'est un éternel recommencement. C'est pas une vidéo, je pense. C'est pas une vidéo d'actu. Non, de déterrage, tu vois. Mais je pense que ça vaut le coup. Donc j'attends aussi vos 5. S'il y a et puis si vous avez le temps, vous mettez un petit peu d'arguments sur ou entre parenthèses 2-3 trucs qui vous plaisent dedans, genre je sais pas moi, la technique ou le style. Et comme ça, moi aussi, je ferai l'exercice d'aller regarder s'il y a des noms qui me plaisent. Ouais, c'est ça. Et même si ça vient pas du MMA, parce que nous, notre culture, elle est assez forte en MMA, mais un peu moindre dans les autres sports. Et donc, on sait que beaucoup de compétences d'un sport de combat sont facilement transférables vers un autre avec quelques ajustements. Donc, se faire influencer par d'autres noms, d'autres sports, c'est intéressant. Toi, déjà, dans ta liste, t'avais Marcelo Garcia. Donc, voilà. Tu viens de parler de Roberto Duran et c'est vrai que tout ce qui est dirty boxing, boxe anglaise, moi ça reste un nom qui y a plein de techniques que je fais bosser, que je bosse, et c'est un combat. En tout cas en boxe anglaise, ça fait partie des gars qui m'influencent beaucoup aussi. Ouais. Ah bah voilà, c'est tombé par hasard. Les amis, merci beaucoup. Brian, un tout grand merci, c'était vraiment fun et à très vite. Ciao. Ciao tout le monde.
Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.